Visité à la fin du mois de septembre 2016 par l'honorable député national Zoé Kabila Mwanzambala, lui a réservé un accueil délirant. Tout a commencé au village Pondwe, Mpala et Nkala, jusqu'à l'entrée de Moba, au quartier Kikalata. Une foule immense, pleine de joie, l'a obligé de descendre de sa Jeep 4x4 pour parcourir avec elle quelques 4 km à pied afin d'atteindre la tribune de Kirungu, lieu prévu pour le meeting. Introduit successivement par l'administrateur des territoires et par son collègue John Kipanta, élu de Moba, Zoé Kabila a remercié l'assistance de l'accueil chaleureux dont il a été l'objet. Il a également adressé des remerciements à toute la population de Moba pour avoir soutenu le héros national, Musée Laurent Désiré Kabila, dans ses premières actions de lutte contre la dictature de Mobutu dans les années 80. L'élu du peuple a saisi l'occasion pour informer ses compatriotes des avantages qu'offre la nouvelle réforme administrative marquée par le découpage territorial et le déroulement des travaux du dialogue national. À propos des doléances soumises, il a promis de les transmettre aux autorités provinciales à Kalemi et au gouvernement central à Kinshasa. C'est ainsi qu'après l'audience, au chef coutumier, Kabila Mwanzambala a rencontré physiquement la population qui a pris d'assaut sa résidence temporaire pour écouter et récolter ses préoccupations. Outre l'agriculture, les habitants de Moba s'adonnent aussi à la pêche grâce à leur grand port que l'honorable a visité en vue d'encourager les pêcheurs et autres commerçants qui, par leur travail, participent activement au développement de leur territoire. Chose promise, chose due, dit-on, l'honorable Zoé a tenu à se rendre à Kalemi, la capitale provinciale de Tanganyika. Il a eu des entretiens successifs avec le gouverneur des provinces, Richard Ngoyi Kitangala, le vice-gouverneur Ali Omari Simukinji, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale, honorable Benoît Mbayoya Enga, et les ministres provinciaux, en l'occurrence, M. Dieudonné Kamona de l'Intérieur, Mesdames Julienne Zougou-Mwangue du Tourisme et Liliane Ngoy de l'Agriculture. Constat, tous ces animateurs des nouvelles institutions provinciales sont animés de la ferme volonté de booster le développement de Tanganyika selon la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, relative à la révolution de la modernité. Vous savez, l'honorable Zoé est un député national. Donc il a le devoir pendant ses vacances d'aller visiter le territoire, s'imprégner un peu des problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Alors je lui ai fait l'état des lieux de la province. Nous avons parlé des routes. C'est ça la première priorité pour nous parce que les routes, c'est ça le socle. Mais si nous entretenons les routes, nous allons relancer l'agriculture. La province du Tanganyika, c'est une province à vocation agricole. Nous avons parlé du port ici. Nous sommes à moins de 900 km de Dar es Salaam. Si le port est modernisé, tous les bateaux vont commencer à accoster ici. Et nous pouvons desservir plus ou moins 11 provinces. Nous sommes à moins de 700 km du Maniema, 400 km du Haut-Lomami. La route Kalemi jusqu'à Lubumbashi a été réhabilitée, elle est bonne. Les deux anciennes provinces du Kasaï découpées, nous pouvons les desservir facilement. Vous voyez, ce sera vraiment très réduit. Au lieu d'aller en Zambie, Kasumbalesa, Lubumbashi, les gens du Maniema vont prendre à Lubumbashi, c'est plus de 400 km. Nous sommes au moment... Merci de nous rejoindre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, poursuit son séjour en Tanzanie. Le chef de l'État congolais est aujourd'hui un tête-à-tête avec son homologue tanzanien John Pombe Joseph Magufuli. Leurs entretiens ont été sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord dans les domaines des hydrocarbures. Anek Lemunda. Du Congo et la République unie des Tanzanie, deux pays voisins décidés à cimenter les relations économiques et commerciales pour toujours. C'est dans cette approche de coopération bilatérale soutenue que le président de la République, Joseph Kabila, a été reçu dans l'avant-midi du mardi 4 octobre 2016 au State House de Dar es Salaam pour un accueil officiel par son homologue tanzanien, Dr John Pombe Joseph Magufuli. C'était à l'entrée de la présidence où l'attendaient les chefs de l'État tanzanien devant une haie d'honneur qui a donné du relief à la cérémonie. Ensemble, ils ont couvert à pied l'espace bordé des drapeaux tricolores des deux pays qui donnent sur le perron. Passage qu'ils ont marqué par la salutation des part et d'autre de la voie d'accès des délégations rangées
sous les ovations frénétiques de la population agglutinée en ce lieu, inondé par une atmosphère festive de grand jour. Ils n'étaient qu'à deux dans leur possession vers le bureau devant servir d'entretien en tête-à-tête autour des grandes questions d'intérêt commun. Huis clos qui a pris 1 heure avant de rejoindre les ministres des deux partis ainsi que les experts congolais tanzaniens pour parler dans une salle d'à côté. Ainsi, les deux Joseph ont-ils assisté à la concrétisation d'un protocole d'accord commercial qui fera l'objet de signatures entre 2 ministres congolais et tanzaniens ayant en leur charge le portefeuille des hydrocarbures. Du côté congolais, le professeur Emengo Mukena a représenté les intérêts de la RDC et pour sa part, la Tanzanie a délégué le ministre, le professeur Sospeter Muhongo, ministre des Mines et Énergie, pour ratifier l'accord sur l'exploration, l'exploitation et la commercialisation future du pétrole du lac Tanganyika. Au cours d'un point de presse, les présidents Joseph Kabila de la RDC et Joseph Magufuli de Tanzanie se sont expliqués sur l'accord signé et la situation politico-économique de leurs pays respectifs en Swahili. Uchaguzi ambao unakuja utakapofanyika, iwe mwisho wa mwaka huu mwezi wa Disemba, iwe baada ya mwaka huu, ya kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani na amani ambayo itakuwepo kabla ya uchaguzi, wakati watu wanafanya kampeni zao za uchaguzi na baada ya matokeo ya uchaguzi. Hiyo ndio nia kubwa ya mazungumzo ambayo tulionayo, ambayo nategemea na tarajia ataweza kumalizika hivi karibuni. Dans la suite du président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, circonscrit ici la visite du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à Dar es Salaam. Il est au micro d'Anakli Mulunda et Ernest Mulumba. Le chef de l'État a été accueilli à la descente de son avion par son homologue. Et pour lui, on a fait les 30 et 21 coups de canon. C'est pour relever le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple visite officielle, mais d'une visite d'État. Et cela a toute une signification. D'entrée du jeu, les autorités tanzaniennes ont voulu souligner l'importance qu'ils attachent aux relations entre nos deux pays, importance qui est partagée parce que nous pensons aussi que la République unie de Tanzanie est un pays frère et ami avec lequel nous entretenons des relations stratégiques et avec lequel nous partageons une très longue frontière. L'occasion de cette visite a permis aux deux chefs d'État de faire le point sur l'état de relations de deux pays et ils sont tous les deux d'accord que ces relations sont excellentes. Et ensuite, ils leur ont permis de faire le point de la coopération entre nos deux pays. Et les 3 moments forts que vous avez relevés marquent précisément les préoccupations qui ont été au centre des discussions entre les deux chefs d'État. La signature du mémorandum qui est entre les 2 ministres chargés du pétrole dans les 2 gouvernements marque la volonté partagée de travailler ensemble pour l'exploration et le moment venu l'exploitation du pétrole dans le lac Tanganyika. Et autour de cela, il y a toute la problématique de l'évacuation de ces produits pétroliers, non seulement pour le lac Tanganyika, mais aussi pour le lac Albert. Il s'ouvre là un champ de coopération extrêmement important qui aura certainement des retombées bénéfiques pour notre pays, comme bien entendu pour la République unie de Tanzanie. La manifestation au niveau du port, c'est tout un symbole aussi, parce que les échanges commerciaux sont aujourd'hui le moteur de la croissance à beaucoup d'endroits et en l'espèce, c'est un levier sur lequel nous pouvons peser. Il ne faut pas oublier que nous sommes embrayés, c'est vrai, dans un processus de transformation de notre économie.
Retour au pays, le gouverneur du district 91-50 du Rotary Club International séjourne à Kinshasa. Serge Daouda a échangé aujourd'hui avec le président du Sénat, Léon Kengo Adondo. Les deux personnalités ont abordé plusieurs questions, notamment celles liées aux réalisations de cette association sans but lucratif. On fait le point avec Berthe Moukonkole. Le gouverneur du district 91-50 du Rotary International, M. Serge Daouda, est venu présenter ses civilités au président du Sénat, Léon Kengo Adondo. Ensemble, ils ont passé en revue toutes les réalisations faites dans le cadre du Rotary International. Au sortir de l'audience, l'interlocuteur du président du Sénat s'est dit satisfait du bon fonctionnement des clubs Rotary de Kinshasa. Je suis venu saluer le président et aussi par la même occasion pour lui dire ce que nous faisons dans le cadre du Rotary. Donc, depuis que je suis dans votre cité, dans votre belle ville, j'ai eu le soin d'aller voir des orphelinats dont les Rotariens s'occupent. Nous avons visité aussi une adduction d'eau, donc à plus de 300 mètres de profondeur. Nous sommes allés chercher de l'eau pour desservir 20 km à la ronde dans une zone reculée de la ville après l'aéroport. Et je pense que c'était tous ces points-là que je suis venu relater au président pour lui dire que le Rotary se porte bien dans la ville et que dire aussi aux Rotariens de continuer à travailler comme ils le font, de ne pas hésiter et de faire en sorte que le nom du Rotary puisse rayonner, que les populations surtout bénéficient bien de toutes ces aides. Par la même occasion, le gouverneur du district 91-50 a remis au président Kengo une cravate avec thème de l'année et une brochure sur les activités du Rotary International. Signalons par ailleurs que M. Serge Daouda était accompagné du sénateur Innocent Congo, son assistant pour les Rotary Club de Kinshasa, de l'ex-Équateur, de Bandundu et du Congo central. Direction Kisangani dans la province de la Chopo où séjourne le Premier ministre Matata Ponyo a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration des 4 locomotives marquant la reprise du trafic entre Kisangani et Ubundu, nous dit Guy Matundu. Il y a longtemps que ces populations ont entendu le train siffler sur cet axe ferroviaire compris entre Kisangani et Ubundu. La relance des activités de la SNCC sur ce tronçon va sûrement impacter le long du parcours. Le dernier train régulier passé par ici remonte d'il y a des lustres. C'est plus de 40 ans. Lorsqu'on produit les riz au Maniema, les riz prend la voie fluviale jusqu'à Ubundu et de Ubundu jusqu'à Kisangani. Mais voilà l'impact des riverains par le fleuve de la ligne ferroviaire Kinshasa, Kisangani, Ubundu. Mais ils seront en mesure d'acheter un savon. Ils seront en mesure d'acheter de sucre. Ils vont voyager, parce qu'il faut quand même voyager pour découvrir l'immensité de ce pays. Pour les cheminots, cet apport du gouvernement est une bouffée d'oxygène pour l'entreprise. Nous, en tant que travailleurs, nous pensons que c'est un décollage, une renaissance d'un chemin de fer qui a fait 40 ans sans acquérir de nouvelles locomotives. Avec ça, nous allons générer des recettes et dans les mois plutôt qui viennent, nous allons être capables de nous prendre en charge. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a effectué une randonnée ferroviaire sur ce tronçon, comme pour procéder à la relance des activités à ce réseau si vital pour l'économie des 3 provinces, à savoir le Maniema, le Bazuélé et la Chopo, avec implication sur l'ensemble du pays. Contrairement à ces camelotes, ces trains vétustes datant de l'époque coloniale, aujourd'hui, l'entreprise a des locomotives neuves, achetées avec l'apport du gouvernement congolais et présentant un avantage certain. Pour le patron du secteur des transports, l'exécutif vient ainsi de prendre date avec le temps. Pour les leaderships pragmatiques du chef de l'État, le gouvernement vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre secteur des transports en dotant cette relation de 120 km de long de 4 locomotives neuves d'un seul coup acquises sur financement propre. Ceci signifie qu'il y a la maturité et le sens des responsabilités de notre État qui sont ici démontrés à travers cette cérémonie. Doter le pays d'un réseau ferroviaire dense, se rejoindre les vœux de l'explorateur britannique, dont la ville a longtemps porté son nom dans l'histoire, Henry Morton Stanley, qui disait que le Congo ne représente rien sans chemin de fer.
le Premier ministre a traversé l'autre rive du fleuve Congo pour procéder au lancement des travaux de la voirie urbaine de Kisangani. Explication, Guy Matondo. C'est l'application du programme du chef de l'État qui vise la modernisation des infrastructures dans l'ensemble des provinces de la République. La révolution, la modernité n'est pas un slogan, il est une réalité et nous la vivons dans la province de la Chopo comme dans l'ensemble du pays. Nous venons d'inaugurer la mise en service des 4 locomotives neuves qui doivent fonctionner entre Kisangani et Ubundu. La dernière fois que des locomotives ont roulé sur ces rails, c'est en 1974. La cérémonie de séjour vise aussi à reprendre les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Kisangani, toujours sur instruction du chef de l'État. Là aussi, c'est un financement sur ressources propres. Nous venons de débloquer plus de 2 millions de dollars américains sur les fonds du Trésor public pour que ces travaux redémarrent avec une vitesse vigoureuse. Et là aussi, je crois que ça ne peut être qu'une satisfaction personnelle parce que autant la ville de Kisangani a bénéficié des lancements des 2 travaux simultanément en un seul jour, autant la population boyomaise, la population de la province de la Chopo est tout à fait reconnaissante de cette action salvatrice pour l'économie de la province. Les événements malheureux du 19 et 20 septembre dernier ont causé mort d'hommes parmi les éléments de la police. Ces hommes en uniforme ont été honorés à titre posthume. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Boucha, leur a rendu les derniers hommages avant leur inhumation. Robert Ndaï. Votre mort a fini par faire tomber les masques le 19 septembre dernier. Il ne s'agissait pas d'une marche de santé, ni d'une promenade politique, mais bel et bien d'une guerre, d'un mouvement insurrectionnel destiné à faire couler le sang, avec le rêve caressé d'installer un ordre politique par la violence, le renversement des institutions établies. Les commanditaires d'ici et d'ailleurs s'en défendent tant bien que mal, mais ils sont vite rattrapés par leurs propres paroles. Des petits groupes, des types commandos, ont agi et attaqué des cibles bien sélectionnées. Ils ont pris des armes en attaquant des commissariats et des sous-commissariats de police. Ils étaient armés de cocktails Molotov, au vu, au su et avec le consentement des organisateurs de la marche. Tantôt, ils parlent des casseurs et tantôt de la population en colère. À aucun moment, les autorités politiques et la hiérarchie de la police n'ont cédé à la panique pour ordonner un carnage. Bien au contraire, toutes les unités ont été constamment appelées à la retenue, à ne pas céder à la provocation, à ne pas venger les policiers tués, ni organiser des représailles contre ceux qui avaient attaqué les postes de police et d'autres immeubles publics tels les cours et tribunaux. Voilà, le vice-ministre du Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba, a manifesté son mécontentement à l'ambassadeur de France, accrédité en République démocratique du Congo. C'était au sujet des déclarations faites par le ministre français des Affaires étrangères. Lors de l'audience accordée à l'ambassadeur de France, le vice-ministre des Congolais de l'étranger a échangé avec son hôte de marque autour du mécontentement du gouvernement congolais. Cela au regard des propos tenus par le ministre des Affaires étrangères français. Nous avons invité l'ambassadeur de France accrédité ici chez nous à RDC pour leur faire part de nos préoccupations et être un peu moins diplomate de notre mécontentement suite aux déclarations répétées de M. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères de la République française concernant la situation à RDC. Et nous lui avons dit que ça nous surprend que ce pays qui a toujours été un pays ami, qu'il est toujours de la RDC, puisse mettre sur la place publique des divergences qui n'en sont pas
Et voilà. Et ça nous a donné l'impression comme si la France était le relais d'une partie de la classe politique congolaise, de ce qu'on appelle l'opposition. Voilà, c'est un peu de ça d'une façon globale ce que nous avons tenu à le dire. Bon, il nous a écoutés. Bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais comme c'est nous qui l'avons convoqué, il a pris acte de ce que nous lui avons dit et nous lui avons rappelé que, contrairement à beaucoup de pays, il tient de noter que l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, au sortir de leur entretien avec le vice-ministre des Congolais de l'étranger, n'a pas pu répondre aux questions de la presse. Un analyste politique donne de la voix sur les enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo. Il s'agit de Maître Kilolo. Nous les suivons. La matière des élections, le droit spécifique d'éligibilité, notamment au suffrage présidentiel, est régi par la Constitution et par des lois d'ordre public qui sont indérogeables. Donc ce qui veut dire en des termes simples, c'est qu'un accord privé, fût-il de nature politique, ne peut pas venir déroger aux textes légaux qui existent déjà. En pratique, sur cette problématique particulière des élections présidentielles, la question est déjà réglée à l'article 70, alinéa 1 de la Constitution, qui prescrit que le mandat présidentiel en République démocratique du Congo s'exerce pour une durée de 5 ans, qui est renouvelable une seule fois. Donc il s'agit ici simplement de respecter la Constitution. Un autre analyste, cette fois-ci un analyste maison, lui s'est penché sur les violences que connaît ces jours-ci la République démocratique du Congo. Jules Lombo Kashita s'est exclamé « Plus jamais ça », puisque la RDC s'est engagée dans la voie du développement. Nous le suivons. L'Union nationale doit comprendre que chaque fois que la jeunesse du pays est manipulée et s'adonne à des destructions méchantes lors des manifestations publiques, c'est un coup d'arrêt qui est donné au développement socio-économique de notre pays. Rappelons-nous les dégâts énormes causés sur le plan social par les pillages de 91 et 93 sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, de nombreux parents se retrouvent au chômage, des familles entières sont disloquées. Mais cela n'a pas servi d'exemple aux Quinois qui se sont encore adonnés aux mêmes actes le 19 et 20 septembre 2016. Ces actes ont encore plongé dans l'angoisse et la détresse certains honnêtes citoyens. Je suis magistrat de carrière, donc je suis apolitique. Ils ont carrément mis fin, les faits, si pas incendié et tout, mes 4 véhicules. Donc en somme, ils ont incendié 5 véhicules. Tout le monde qui réclame être dans un état de droit, être dans un état de droit signifie respecter les droits de chacun. Donc ceux qui manifestent doivent respecter les biens privés des gens. À côté de chaque destruction méchante, ce sont les efforts fournis par des honnêtes citoyens qui volent en fumée. À qui profitent donc ces crimes? Aux manipulateurs ou à la population? Les enseignants seront à l'honneur ce mercredi 5 octobre 2016. C'est leur journée qui leur a été dédiée par les Nations Unies. À cette occasion, le ministre des tutelles, Maker Mwangu Famba, s'est adressé aux chevaliers de la Craie, des propos recueillis ici par Anastasie Doumbou. Le 5 octobre, institué par l'UNESCO, le monde entier célèbre la journée internationale des enseignants. L'UNESCO vise ainsi à inviter les États membres à réfléchir sur la situation des enseignants, leurs conditions de vie et de travail, l'organisation de leur carrière, leur formation, en vue d'assurer l'accès et la qualité de l'enseignement. Pour le gouvernement de la République, cette journée offre l'occasion de rendre un hommage mérité à toutes les femmes et à tous les hommes qui se consacrent corps et âme à l'œuvre grandiose de l'éducation de la jeunesse. Voilà pourquoi et aussi nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour avoir fait de l'éducation l'un des secteurs prioritaires du gouvernement. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a fait de l'amélioration de la qualité de l'éducation son cheval de bataille et décrété le quinquennat de la qualité depuis l'année scolaire 2014-2015. La célébration de cette journée
tombe à point nommé, dans la mesure où elle concerne les enseignantes et les enseignants, qui sont les actrices, les acteurs clés de cette amélioration de la qualité de l'éducation. La politique du gouvernement pour la révalorisation de la fonction enseignante consiste à assurer aux enseignantes et aux enseignants les meilleures conditions de carrière, une formation professionnelle initiale et continue de qualité, ainsi qu'un environnement de travail plus attrayant et plus motivant. En ce jour de 5 octobre 2016, dans toutes les écoles et dans toutes les classes, il est recommandé aux élèves de réserver 1 minute pour adresser un mot de remerciement à leurs enseignants pour les bienfaits de l'éducation dont ils sont bénéficiaires. À l'occasion de cette journée, nous tenons à adresser un message de soutien et d'encouragement à tous les enseignantes, à tous les enseignants de la République démocratique du Congo pour les loyaux services qu'ils rendent à la nation. Qu'ils soient rassurés que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Redynamisation du Fonds forestier national, le ministre de l'Environnement, Robert Bopolo, a ouvert aujourd'hui les travaux du groupe de travail spécial quant à ce cadre choisi, les centres Béthanie de la commune de la Gombe et d'Ichala. La réalisation des engagements pris par la RDC dans le cadre de l'accord de Paris, signé le 22 avril dernier à New York par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, la nécessité et l'urgence de renforcer les capacités du Fonds forestier national en termes de mobilisation des ressources financières endogènes et exogènes, le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement durable Robert Bopolo a mis en place ce groupe de travail spécial dont les travaux de 3 jours devront impérativement identifier et éliminer les obstacles qui gênent le Fonds forestier national dans la mobilisation des recettes internes avant de proposer des pistes de solutions pour faciliter l'accès du Fonds forestier national aux apports extérieurs agréés par le gouvernement de la RDC. Le chargé de mission du Fonds forestier national, Léon Botolo Magoza, a remercié le ministre pour la confiance et promis de faire du Fonds forestier national une véritable banque d'environnement afin de financer les opérations de reboisement et de la reconstruction du capital forestier. Je vous exhorte à passer en revue les difficultés qui font que le Fonds forestier national soit en mesure de mobiliser de manière optimale les ressources financières aussi bien endogènes qu'exogènes, à l'instar d'autres fonds forestiers de la sous-région. À la fin des travaux, il est attendu des experts que vous êtes. Les pistes de solutions idéales devront permettre au Fonds forestier national de mobiliser davantage des recettes. Je déclare ouvertes les réunions du groupe de travail spécial pour la redynamisation du Fonds forestier national. Après les sites de Bukangalonzo dans la province du Congo, un nouveau parc agro-industriel sera érigé à Kipaka. Nous sommes dans la province du Maniema. L'heure est à la prospection du site où sera construit ce domaine agro-industriel. Elle est là, la conséquence positive de la décision prise par la Troïka du 22 août 2016. La RDC passe à la vitesse supérieure concernant l'implantation d'un parc agro-industriel à Kipaka, dans la province de Maniema. Un parc ayant une superficie de plus de 9000 hectares. L'équipe pluridisciplinaire est bel et bien sur place. Il est question de rendre opérationnelle l'étude de faisabilité. Dans la délégation, il y a 2 émissaires de la présidence de la République, de la primature et c'est du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Les techniciens sont à pied d'œuvre, les cartographes, les agronomes, le vétérinaire, les planificateurs et les économistes. Un site somptueux traversé par la rivière Lia, cours d'eau qui pourra servir à la transformation du courant électrique, les centres agricoles pour la production des semences, une autre merveille de ces grands sites. Nous pensons mettre essentiellement l'agriculture vivrière dans une mécanisation agricole tout à fait complète, promouvoir le petit paysan en l'assistant avec les intrants, développer la pisciculture. Notez que la prospection s'est poursuivie tard dans la nuit par la RN31 au niveau de la rive gauche du fleuve Congo. Au total, 6 sites sont retenus pour l'implantation du parc agro-industriel, dont l'Équateur, le Haut-Katanga, le Sud-Kivu, le Maniema et le Congo central. Eric Abamba a signé ces reportages. En tout cas, ça se passe dans toutes les provinces de la République. L'Assemblée provinciale du Maniema a ouvert la session parlementaire de septembre, moment indiqué pour le vice-président, l'honorable
Kisanga Pepe de compatir avec les familles des victimes du naufrage survenu à Kikungwa, territoire de Pangui, et celle des événements du 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa. Commentaire Jacques Mich. La cérémonie de l'ouverture de la session parlementaire de septembre 2016 s'est déroulée au siège de l'Assemblée provinciale du Maniema en présence du gouverneur de province Pascal Toutou Salomon et le membre du gouvernement provincial. Dans son allocution, le vice-président de l'Assemblée provinciale, Kisanga Pepe, a présenté d'abord les condoléances aux familles de victimes du naufrage survenu à Kikungwa dans le territoire de Pangui et à celles de ceux qui ont perdu la vie à Kinshasa le 19 et 20 septembre 2016. Ensuite, l'honorable Kisanga Pepe a indiqué que la session ouverte est essentiellement budgétaire et que le gouvernement provincial doit déposer dans le délai le projet du budget pour l'exercice 2017. Il a également loué le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour concrétiser son projet de moderniser la République démocratique du Congo en général et les Maniema en particulier. Pour finir, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema a appelé la population à s'enrôler massivement lorsque le processus sera enclenché. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, à ce qui concerne la refonte du fichier électoral, nous invitons la population du Maniema à participer massivement à l'opération prochaine d'enrôlement afin d'être capables d'exercer leurs droits civiques. C'est sur cette exhortation que nous déclarons ouverte la session ordinaire de 2016. L'autorité morale des Azoka, association des amis de Zoé Kabila, séjourne à Moba, province du Tanganyika. L'honorable Zoé Kabila Mwanzambala, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est allé s'entretenir avec la population de Moba sur les enjeux politiques de l'heure, les dialogues, la refonte du fichier électoral et d'autres sujets d'actualité, nous dit Mireille Kumbu. L'honorable Zoé Kabila Mwanzambala a foulé les sols de Moba et notre territoire de Tanganyika. C'est un accueil délirant qui a été réservé à cet élu du peuple. Une foule immense l'attendait et l'a obligé à marcher à pied en parcourant plus de 4 km avant d'atteindre le territoire de Kirungu, lieu prévu pour les meetings. Il est passé par les villages de Pondoué, Pala, Kala et à l'entrée de Moba. Lors de son adresse à la population de Moba, l'honorable Zoé Kabila l'a remercié pour son accueil chaleureux et pour avoir soutenu l'œuvre de Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national. Les déroulements du dialogue national et les avantages qu'offre la réforme administrative à travers le découpage territorial. Il a promis de soumettre leurs desiderata aux autorités provinciales à Kalemi. C'était en présence de l'administrateur du territoire et de l'élu de Moba, John Kibata. Outre l'agriculture, cette population s'adonne aussi à la pêche grâce au grand port. Ainsi, le travail qui s'y effectue participe au développement de cette province. L'honorable Zoé Kabila a salué aussi l'apport des commerçants pour l'essor économique de cette province. Chose promise, chose due, l'honorable Zoé Kabila s'est rendu à Kalemi, la capitale provinciale du Tanganyika, où il a échangé avec le gouverneur Richard Kitangala, le vice-gouverneur Ali Omari et le président de l'Assemblée provinciale de Tanganyika. Tous les syndicalistes de la RTNC venus des différentes provinces de la République se sont retrouvés en session extraordinaire à Kinshasa. La clôture est intervenue aujourd'hui. Initiative fort saluée par la directrice générale de la RTNC, Mme Muriel Nicole Dibambou Kitoko. Le détail dans ce reportage de Marie Lelo. Préserver le climat social, employeurs, syndicats, la mise sur pied d'un comité pour éviter le coulage des recettes, l'application de la redevance sur les appareils audiovisuels, ce sont là les recommandations formulées à l'issue des premières assises de la délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise. Le directeur général de la RTNC, Nicole Muriel Dimbambou Kitoko Bwanga, a de tout cœur félicité les délégués syndicaux venus de toutes les provinces. Cela pour le travail titanesque abattu tout le long de ces assises. Un appel vibrant aux participants réitérant la volonté du conseil d'administration de répondre aux desiderata du personnel de la RTNC. Vous avez réfléchi, vous avez mûri cette idée et vous nous en avez fait part. Et nous vous avons soutenu parce qu'il était important. Nous avons jugé que les enjeux, la réalité devrait permettre à ce que ces assises ou bien cette session se tienne. Et ici, pourquoi pas à Kinshasa, pourquoi pas ailleurs, mais cette fois-ci à Kinshasa, nous avons tenu à cela. C'est comme ça que nous vous avons
apporter de notre appui. Je crois, comme je l'ai toujours dit, le partenariat doit être sincère entre nous et vous. C'est dans ce sens-là que nous, au niveau de l'employeur que je suis, nous faisons un effort pour pouvoir parler le même langage avec vous. Et nous tenons à collaborer toujours de cette manière-là, d'une manière franche. Et comme vous l'avez dit, nous allons de plus en plus vous associer, donc encore un peu plus, collaborer toujours de cette manière-là, d'une manière franche. Et comme vous l'avez dit, nous allons de plus en plus vous associer, donc encore un peu plus à nos différentes préoccupations, difficultés que vous pourrez rencontrer, tout comme nous aussi, et que nous pourrons ensemble trouver des solutions pour certains points. Le président syndical de l'administration centrale, René Kalonda, a soumis à la hiérarchie les revendications de chaque province. Entre autres, l'application de la loi sur la retraite et l'avancement en grade. Pour ce faire, les syndicalistes peuvent parler le même langage avec l'employeur, et ce pour le bien-être du personnel de la radio-télévision nationale congolaise. Ces activités ont connu la présence remarquable du directeur des ressources humaines de la RTNC, Paul Kabil Landupaka. Avant de nous séparer, sachez que la Société des architectes du Congo va bientôt s'émuer en ordre des architectes. Une assemblée générale se tient à ce sujet à Kinshasa pour préparer cette mutation. Reportage Malumbela. À l'heure où la tendance dans le monde entier est à la réduction continue des populations en milieu rural pour s'urbaniser, les architectes congolais veulent prendre les taureaux par les cornes. Ce mois d'octobre a été également décidé depuis que tout le mois d'octobre sera donc consacré à l'activité liée à l'architecture, à l'aménagement de la ville. Nous formons les architectes pour qu'ils apprennent à utiliser les matériaux qui répondent à notre environnement, qui répondent à nos conditions donc, de vie ici. Sans se le cacher, la plupart des immeubles aujourd'hui, c'est du copier-coller avec des alucobondes. Parce qu'il a vu chez les voisins, on a mis ça et tout le monde commence à le faire. Donc il faudra un effort pour conscientiser, y compris les maîtres d'ouvrage, dès que nos professionnels sont réellement outillés. La célébration de cette importante journée était donc une occasion pour eux de partager des préoccupations dont tous les corps sociaux doivent faire leur. Qu'il s'agisse du statut des architectes, de la responsabilité de ceux qui entrent dans le champ de l'aménagement du territoire ou d'urbanisation des plans urbains, à l'heure de la décentralisation, tout a été au menu. Le président de la Société des architectes du Congo, Claudien Moulimiloa, a mis l'accent sur le renforcement des capacités des acteurs. Le secrétaire général de la SAC, Arsène Ijambo, a mis l'accent, lui, sur les 3 piliers. On doit travailler sur le plan d'aménagement. La question, n'est-ce pas, du renforcement des capacités. Pouvoir régulateur, notamment au niveau des plans d'aménagement, mais renforcement des capacités au niveau des acteurs qui sont censés faire appliquer les règles. Le président du conseil d'honneur de la Société des architectes du Congo, Brunel Guibalé, lui, rappelle à la population l'importance des architectes dans la construction des bâtiments. Il y a beaucoup de charlatans dans la ville. Et c'est comme il a dit aussi, ce qui importe les plans. Tous ces grands ici, les immeubles sur le boulevard, on fait importer les plans comme on importe la marchandise. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal, c'est dans 3 quarts d'heure. Vous retrouvez la présentation Louisette Nsakala Malassa. Prenez rendez-vous. Excellente soirée à tous.